Bienvenue donc pour un reportage au cœur de l'exposition de Jean Gallia à Perpignan au Palais des Congrès qui se déroule tout simplement partie novembre, partie décembre 2023. Je vais vous présenter donc l'exposition avec l'artiste, l'auteur Jean Gallia qui va nous expliquer tout simplement les détails des toiles, leur histoire, ce sont les innocents. Un thème évidemment important. Et ensuite, on va tout simplement faire une petite interview, une discussion tout simplement pour mieux comprendre l'artiste, ses passions et son action artistique. Donc voici l'exposition et après l'interview. Allez, merci. Alors l'exposition des innocents, il y a environ une quarantaine de tableaux. Là, c'est le premier triptyque, parce qu'ils sont présentés sous forme de triptyque, en peinture à l'huile sur toile. Et là, c'est le triptyque consacré aux innocents de la guerre de 14-18, avec les victimes, pas récentes, récentes, et ensuite les victimes, peut-être futures, en pleine action dans le No Man's Land, avec évidemment en face les rangées de soldats allemands. Ce triptyque mesure 7,50 m et il a été présenté et fait don à l'ossuaire de Douaumont qui a préféré choisir un projet fait par un metteur en scène allemand qui présentait la jeunesse courant à travers les tombes. Ce triptyque devait être inauguré dans la chapelle de l'ossuaire et finalement il est allé aux oubliettes puisque l'autre triptyque a pris le dessus. Ça n'a d'ailleurs pas été un grand succès, ça a été plutôt un fiasco, mais voilà pour la petite histoire. On peut présenter les casques. Est-ce qu'il y a une particularité sur les casques ou oui, ici c'est le. Par exemple. Oui. Là c'est le triptyque des poilus. Ma première idée c'était de faire une toile sur les poilus pour l'inauguration de la bataille de Verdun en 2016. Mais ensuite l'idée m'est venue de mettre les Alliés et ensuite les soldats allemands. Pour les décorations, là c'est un aumônier militaire. Avec des décorations adaptées à son grade. Je ne pourrais pas dire qu'est-ce que représentent les décorations, parce que finalement, il a toute une histoire, cette partie du tableau, parce que j'ai trouvé une sculpture le représentant à cet aumônier. Et elle se trouve maintenant en haut de la tour de l'ossuaire. Elle est passée monument historique, cette sculpture, et comme j'ai fait ce tableau-là, je l'ai représenté la sculpture dans le tableau, parce que ça fait un trait d'union entre le sculpteur qui a fait cette sculpture-là et le peintre qui a fait le triptyque. Ici, il y a un casque des années 70, la guerre de 1870, avec typique de l'armement de cette époque-là. Seulement les soldats étaient vus plus facilement du fait que le casque était en acier et cela faisait des brillances par rapport au soleil et l'ennemi arrivait à les descendre comme des mouches, pourrait-on dire. Malheureusement. Donc ensuite, il y a eu l'évolution des soldats de façon à ce qu'ils soient en tenue camouflée. Donc là, on est sur la partie centrale du triptyque où il y a les Alliés. Ici l'armée d'Afrique, ici les premiers masques de l'époque de 14-18, premier masque en forme de bec de corbeau. Ici il y a un soldat américain lorsqu'ils sont arrivés au tout début, et ensuite ils ont eu un casque plus costaud parce que là le chapeau est en feutre. Il y a également ici un soldat anglais avec le casque spécial. Tous les fusils sont faits en tenant compte de l'exactitude de la conception de l'arme, et ce n'est pas des fusils fantaisistes, ni en bois en réalité.
Ici, un casque à pointe très connu là sur la tête de ce squelette allemand. Là, c'est l'armée, un tirailleur sénégalais. Voici un casque plus moderne américain qui a participé à la guerre avec la Statue de la Liberté que le soldat a peint sur le casque. Et voilà. Et au lointain, il y a les explosions, la mitraille. Et particularité du triptyque, c'est la naissance du drapeau européen. Ici, pour ultime lueur d'espoir dans ces combats que les soldats n'ont malheureusement pas pu voir. Puisqu'on nous a tous dit l'Europe arrêtera les combats. En fait, on n'est plus dans une Europe qui se combat, mais s'il y a une guerre qui est gagnée, ça sera surtout, je pense, la guerre de l'argent. C'est toujours une guerre quand même, à mon avis. Bon, là, ce sont les soldats allemands qui obéissaient aux ordres aux donneurs d'ordre, hein, aux officiers. Et parmi eux, il y en avait très probablement des pauvres innocents qui étaient obligés de combattre, car en France, le soldat qui ne voulait pas avancer se retrouvait fusillé dans le dos. Donc je suppose qu'ils étaient au même régime. Et la plupart, ce sont des jeunes appelés hein, qui ont autour de 20 ans. Et c'est très, 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 très malheureux, avec les baïonnettes, et scrupuleusement peintes, telles qu'elles étaient à l'époque. Dans le fond, on voit les barbelés, des restes de canons, car la mitraille se faisait à l'horizontale, et à la verticale, elle venait aussi du ciel, évidemment. Donc voilà, maintenant on va passer sur une autre toile. Alors voici un autre triptyque, toujours donc 3 toiles, qui retrace en général, disons, l'histoire de l'indépendance de l'Algérie. Ici, c'est la fusillade du 26 mars, où l'armée française a tiré sur la population d'Alger. Et ici est représentée Marianne, à l'inverse de la Marianne de Jéricho, qui est vue de face, c'est ce qui se trouve au musée du Louvre. Là, elle tourne le dos parce qu'elle est déçue. Elle est déçue de ce qui se passe, comme la population qui a été soit blessée, soit mortellement, soit bien esquintée quand même, parce qu'il y a eu 80 morts. Là, c'est la grande poste d'Alger. Et avec ici les militaires, on voit les couleurs kaki qui tirent. Et j'ai mis ce drapeau parce que c'était à l'époque de l'Algérie française. Voilà. Ici, c'est à côté, la toile à côté, c'est l'agression d'un ouvrier agricole maghrébin, peut-être parce qu'il était pas trop d'accord avec les actes terroristes, et ce sont des confrères qui font la vendange avec lui, qui lui montrent qu'eux ne sont pas d'accord à leur manière. Parmi le champ de vigne où ils sont en train de faire les vendanges. Ici, c'est l'indépendance, avec un acte de cruauté, mais dans la liesse, le drapeau algérien est représenté, et la personne dont la tête se trouve au bout du pic est ici, sans tête. On voit le sang au sol. Il y a la liesse de ceux qui ont gagné. Et en fait, dans le triptyque, il y a pas mal de diagonales. Celle-ci part à droite, celle-là suit un peu le mouvement. C'est quelque chose qui montre, disons,
l'ensemble de l'événement, avec des lignes qui se composent. Il y a là la composition pyramidale qui domine le tout. Parce qu'il y a quand même dans la recherche pas que l'anecdote historique, il y a aussi la recherche de faire une image, un tableau bien construit, de façon à être bien compris. Alors ici, vous voyez le peuple victime des politiques incompétents. Alors ça dure depuis pas mal de temps, malheureusement, en France. Ces tableaux ont été primés au Salon des artistes français, bronze, argent et or. Alors le peuple est représenté sous forme de rongeur, avec Marianne, assez fatiguée, assez désespérée, qui distribue quelques rares graines de blé, car la France n'est pas en très bon état. Et j'ai voulu témoigner de cette époque que nous vivons, qui est particulièrement troublée, avec ce que subit le peuple de la part de politiques qui, assez souvent, le maltraitent, pour ne pas dire le méprisent. Donc les politiques sont représentés sous forme d'animaux, sans leur véritable visage. Chacun y reconnaît qui il veut, bardé d'une écharpe tricolore. Et en apparence, ils semblent bien s'entendre, comme larrons en foire, alors que Marianne ne partage pas cette liesse et semble bien abandonnée. Ici, c'est la suite de ce témoignage, inspiré du radeau de la Méduse peint par Géricault au XIXe siècle. La France est représentée justement par ce radeau, qu'une voile propulse selon les courants d'air, un peu comme la France. C'est assez turbulent d'ailleurs. Le vent ne souffle pas toujours dans le même sens. Et les politiques ne sont pas soucieux, ils font la fête. Alors que la France est à la dérive, ils boivent le champagne au goulot, ils font beaucoup de promesses pour être élus. Les promesses sont les bouchons de champagne qui s'envolent et qui retombent à l'eau. Et le peuple toujours grignote les grains de sable. Alors c'est une histoire vraie, c'est l'histoire du radeau de la Méduse, du bateau de la Méduse qui a coulé au large des côtes d'Afrique. Et il y avait deux radeaux, le radeau des officiers et le radeau des soldats tout simples. Et les officiers, voyant que le radeau des soldats tout simples retenait leur radeau à eux, dans la progression par le vent, ils ont coupé la corde. Ce qui fait que ce n'est pas un geste très humain. Et le dernier rescapé des officiers du premier radeau a eu bien du mal à vivre la conscience tranquille, puisque il lui était reproché d'avoir manqué d'humanité envers les soldats qui ont été laissés à l'abandon. Ce qui fait que cet homme a fait de nombreuses conférences dans le monde, mais l'accueil était mitigé parce que cet abandon l'a tout le temps suivi. Et voilà, c'était pas humain. Le dernier tableau, il est intitulé La pêche aux voix, à l'approche des élections. Les politiques se bougent un peu, font des promenades, vont dans les marchés ou autres, ou ont des délégués. Alors toujours le peuple ici est représenté par les rongeurs, les rats, voilà un rat très patriote. Et le peuple, malheureusement, est encore berné parce que depuis maintenant des décennies, les promesses ne sont pas tenues. Donc lorsqu'il vote, il prend un bulletin de vote, qui lui est présenté sous forme de trident ou même de quadruple hameçon, sur lesquels sont attachés plusieurs partis politiques,
Mais le citoyen, en attrapant n'importe quel bulletin de vote, surtout ceux qui sont en tête, eh bien, il est déçu. Il est déçu parce que, toujours pareil, les promesses ne sont pas tenues. Et il est désespéré. Le peuple est désespéré. Alors là, le radeau coule carrément. C'est la France qui peut-être vit ces dernières années correctement. Marianne est toute petite. Là, elle ne peut même plus donner des graines au peuple. Elle essaie de s'en sortir sur une bouée en criant au secours avec un chiffon blanc. Et toujours, malgré tout, on voit que même les politiques, sur des bouées de sauvetage, eh ben, ont le sourire en disant tout va bien. Et alors que c'est complètement faux. Ce tableau montre également le mépris politique pour le peuple. Le mépris politique qu'affiche déjà le chef de gouvernement, ouvertement, et tous, même parmi ces personnages, il peut y avoir d'autres partis politiques, mais il peut y avoir aussi des membres de son parti qui sont complètement robotisés et qui parlent comme lui. Donc, j'accuse beaucoup de politiques qui prennent le pouvoir depuis maintenant des décennies d'être des charlatans qui parlent très bien, mais qui ne sont pas intelligents parce qu'ils ne font pas le boulot que les Français attendent. J'accuse. C'est ce que je pense. Je pourrais parler aussi par rapport aux réactions des gens. Ce tableau est intitulé « La faim », F-A-I-M. Elle représente l'Afrique avec les gens qui meurent de faim. Et il y a un grand contraste du côté droit au côté gauche du tableau, puisqu'on y voit une raffinerie de pétrole qui profite à des archimillionnaires. Ici, un personnage qui semble côtoyer le cercle des personnes qui bénéficient de la présence de cette raffinerie, puisque la personne représentée est bien dodue, mais elle se retourne du côté où ça va moyennement et ensuite mal. Donc c'est une personne, malgré tout, bien qu'elle soit dans cette circonstance, qui réfléchit aux gens qui sont brimés et qui en pâtissent. Alors, le voile représente le mouvement de la vie, qui est assez généreux au début, mais qui va en s'effilochant. Au centre, on trouve une occidentale à peau blanche, qui profite toujours des retombées de la manne pétrolière, puisque tout est distillé et utilisé comme carburant. Et ensuite, en fin de parcours, le fil de la vie rétrécit de plus en plus, et ce sont les habitants du pays qui y sont depuis des milliers d'années, eh bien, qui sont affamés, parce qu'aucune retombée ne leur arrive, ils sont laissés pour compte, et on y voit le bébé qui est mourant. Il faut dire les mots comme ils doivent être dits, et c'est une véritable catastrophe. Alors, en plus, la sécheresse, symbolisée par la terre qui craquelle, après, on ne doit pas s'étonner si certaines de ces personnes-là, pour survivre, essaient d'aller trouver d'autres endroits sur le continent pour sauver leur vie. Un détail, vous m'avez parlé du voile blanc, je vois plutôt un voile arc-en-ciel. Une raison ou pas? Ça, c'est vrai qu'il est coloré. Alors, il faut penser que là, il y a peut-être aussi le reflet de la flamme sur le voile qui montre que cette flamme-là, elle peut contribuer
à la vie de certains, mais à la fin, le voile n'a plus de reflet, hein, et il se dissipe et il reflète plus la vie finalement. Hein. C'est déjà d'une maigreur très significative, comme la maman et le jeune enfant. Le tableau Salam Pe Shalom est un tableau qui veut prêcher la tolérance entre les religions. On y voit les 3 prophètes qui descendent sur terre dans une embarcation. Ils semblent bien s'entendre, et malheureusement, les humains les accueillent avec des cadeaux de vin pétillant, dont le bouchon est piégé. Et le résultat de cette toile, c'est que c'est bien les humains qui se font la guerre entre eux pour le motif des religions. Alors que probablement les prophètes, eux, avec beaucoup de sagesse, auraient tendance plutôt à mieux s'entendre, parce que vu les dégâts que ça se produit sur Terre, il faut espérer qu'un jour, tout le monde arrivera à croire et à bien s'entendre. Là, il y a une silhouette de ville, Gomorrhe, ou Sodome et Gomorrhe, où c'était vraiment la déchéance. Et on n'en est plus à ce stade, mais il y a encore beaucoup de progrès à faire. Et malheureusement, tout humain a le droit de croire pour espérer à un Dieu qui le protège. Et voilà. Là c'est le massacre du Rwanda, avec les Tutsis. Et là aussi encore, une tragédie où les enfants, les vieillards et tout le peuple est passé de vie à trépas. Là on voit la maman avec son enfant, on voit le grand-père. Et c'est aussi le massacre des innocents. Là, ce sont les 2 parties de chaque côté, et la partie centrale se trouve ici. On voit la maman qui protège son enfant. Et ce sont des frères, ils vivent sur le même continent, dans la même région, et malgré ça, ils s'agressent, ils s'exterminent. Ici, c'est le Chabaniste, j'ai intitulé ce tableau Chabaniste, ce triptyque, comme Charlie Hebdo, Bataclan et Nice. C'est le terrorisme islamique en France. Donc là, l'agression dans les bureaux de Charlie Hebdo, avec les mitraillettes, les hommes armés, et les victimes, parmi les bureaux, avec la vue plongeante sur la rue, une rue de Paris, l'adresse de Charlie Hebdo. Ici, c'est le Bataclan, avec les projecteurs, le musicien symbolisé par la guitare, qui se trouve ici, les victimes toujours. Et là, il y a des contrastes de noir, de rouge et de lumière, parce que c'est en vase clos, en lieu fermé. Et à droite, c'est l'attentat de Nice avec le camion fou. Et les nombreuses victimes très surprises pour la fête du 14 juillet, écrasées et très nombreuses. Donc il y a un lien, on voit là
le noir qui se projette dans les ombres des palmiers. C'est peint en aplat, un peu décoratif. Je sentais de faire ce tableau de cette manière-là. D'autres sont faits d'autres manières, selon comment je ressens les événements. J'espère atteindre, disons, les personnes. D'ailleurs, certaines personnes sont assez bouleversées de voir les œuvres. Et c'est le rôle principal là, dans la peinture, c'est de montrer la souffrance non méritée par les innocents. Une question, combien de temps entre les attentats et la peinture? Est-ce que c'est immédiat ou est-ce qu'il faut un recul de temps? Ça peut être immédiat pour le dernier sur le Hamas et l'Israël, mais oui, pour plusieurs de ces tableaux, des années se sont écoulées avant que les toiles se fassent, parce que je n'y participais pas, je n'étais pas spectateur. Pour la plupart d'ailleurs d'entre ces tableaux-là. Certains sont plus récents à partir des années 50, mais tout se passe dans la tête. Je me suis fixé un objectif de faire un hommage aux innocents, et c'est avec la réflexion, des esquisses, des ébauches, que tout cela s'est fait. Pour le triptyque de 14-18, j'ai mis une année pour le peindre, et les autres sont arrivés presque naturellement, quoi. Parce que dans la vie, je me place plutôt du côté de ceux que l'on montre du doigt que de ceux qui prétendent tout savoir et connaître. Et ça m'intéressait de faire ce témoignage-là. En haut, les harkis, qui ont été, comme on le sait, pas très bien accueillis en France, comme le reste de la population de la métropole en Algérie. Et on les voit enfermés dans les camps, et l'air pas très joyeux. Et pourtant, ce sont des gens qui méritent le respect et qui ont beaucoup souffert également. La majeure partie des victimes en Algérie a été constituée de Maghrébins, il faut le savoir. Et ils en faisaient largement partie, sans compter qu'il y a eu des villages entiers exterminés par le terrorisme. Et ce sont des gens qui méritent le respect. Ça, c'est le tableau Alger. Avec le départ, on y voit un tableau, je le dirais, un bateau qui part du port. Et là, ce tableau est basé sur les symboles de l'enfance. On y voit une jeune fille, une petite fille qui garde par amitié un petit maghrébin. Et le sens du départ est montré par un jeu en quelque sorte comme une balançoire qui part vers d'autres horizons, et le petit maghrébin voudrait continuer de jouer avec elle et s'embarquer dans l'histoire. Et là, on y voit le départ de la culture française avec les lettres qui partent du Sceau à Sable. On y voit un point culminant la ville, c'est avec Notre-Dame d'Afrique. Il y a des symboles, il y a la croix chrétienne, et il y a la main de Fatma. C'est ce qui montre quand même qu'il y avait le respect entre les Européens, entre beaucoup d'Européens et beaucoup de chrétiens, du milieu ouvrier et très simple, et sobre, et pas très riche. Et puis là, des villes sont écrites sur des pages de livres qui font office de nuages. Des villes comme Colombey, Chartres, Tlemcen, pour finir à Bonn en passant par Alger, Oran. C'est l'histoire résumée d'une façon un peu ludique. Là, c'est les marches de la mort en Arménie en 2017.
qu'est-ce que je dis, en 1917, qui était également une grande souffrance avec extermination par la Turquie du pauvre peuple arménien. Dans la neige ou sous le soleil, les gens ont également beaucoup, beaucoup souffert. Là, ce sont des enfants qui sont décédés et qui sont recouverts par la neige. Il y a des communes là Oui, il y a un semblant d'architecture dans la vapeur, plutôt, dans la brume. Ils sont passés par près peut-être d'une petite ville ou d'un petit village. Alors ces trois tableaux, ce triptyque, c'est une ébauche du tableau de 14-18, le grand triptyque, mais sous la neige. Parce que dans l'est de la France, les hivers sont très rigoureux et je pense que une vision sous la neige s'imposait. Parce que la neige, c'est pas toujours un plaisir, c'est pas que pour faire du ski. Et là, les pauvres combattaient dans le froid, en plus de supporter la mitraille. Et c'était pas évident du tout. Alors là, ces tableaux sont un thème sur le climat, la nature et les hommes. C'est différent de cette exposition. Peut-être ces toiles seront exposées au Palais des Congrès de Perpignan l'an prochain, mais c'est tout à fait différent d'ambiance. Il n'y a pas de message à émettre, mais j'ai fait ces toiles tout simplement parce que on s'aperçoit en 2023 que le climat va nous jouer de très mauvais tours et nous commençons à en souffrir. Et les tableaux sont peints pour montrer la fragilité, la beauté de la nature et puis aussi le danger qu'elle subit, ainsi que les hommes, parce que l'homme subit aussi les conséquences de cet excès de température qui monte d'année en année. Et il me semblait que c'était intéressant de le montrer, c'est très actuel en définitive. Et l'homme fait partie de la nature intégrale. La nature souffre, et l'homme aussi. Puis ça va bien avec la COP28 qui démarre dans les Émirats. Eh oui. Mais c'est pas fait exprès. Non. C'est fait dans la foulée. Non, mais le soleil et les palmiers, Eh oui. ils vont particulièrement bien. Eh oui. Là, ce tableau symbolise l'amitié entre les pays du Maghreb et les habitants de France, parce que malgré toutes les misères qui peuvent se passer, il faut toujours essayer de garder des liens et le respect, c'est la meilleure voie qu'il puisse y avoir. Sinon, l'inverse, c'est la misère, ce sont les brimades, les agressions. Alors que si on prêche la bonne volonté, la réflexion, l'amitié, je pense que c'est la meilleure voie. Ce tableau est récent puisqu'il a été fait il y a quelques semaines, après les événements du Hamas qui a pénétré en Israël et qui a fait de nombreux morts. Alors on y voit les acteurs du Hamas, les terroristes, qui accomplissent leur forfait. On y voit un Palestinien ici, car il ne faut pas oublier que le peuple palestinien souffre et est aussi innocent. Des enfants meurent et
et c'est catastrophique. Donc, j'aurais aimé ne pas faire ce dernier tableau, mais malheureusement, il prouve encore que l'humain ne se calme pas, au contraire. Je n'ai pas trop de mots à dire pour plus exprimer la tragédie. Ici, ce bronze symbolise le dilemme qui sépare les hommes depuis des siècles. L'esprit et la force. La réflexion et la force qui prend ce qu'il veut, ce qu'elle veut. Et il y a toujours des gens qui contestent, des hommes qui contestent pour dominer. Et le jour où on arrivera à avoir l'intelligence de bien s'accorder, eh bien, on aura fait un grand pas. L'humanité aura fait un grand pas. Ici, ce tableau est dédié aux migrants. C'est une véritable tragédie qui se passe dans l'histoire de l'humanité, où le peuple d'Afrique, touché par les misères humaines ou les misères naturelles, les phénomènes naturels, partent, s'exilent, en l'occurrence se noient en Méditerranée. Il y a ici une famille. Les deux tableaux de côté devraient se trouver à gauche et à droite, mais ça symbolise véritablement le côté désespérant de la situation qui dure et perdure. Et malgré ce que certaines personnes disent sur les migrants, que ce sont tous des gens à blâmer, il faut quand même ne pas oublier que parmi tous ces gens-là, il y en a qui sont très respectables et qui ne méritent pas cette fin tragique. Donc il faut retenir ces propos, essayer de trouver des solutions. Et je pense qu'au lieu de creuser des puits en Afrique pour obtenir du pétrole, il ferait pas mal, les politiques, de faire des puits pour faire jaillir l'eau, ce qui leur permettrait déjà de vivre dans leur pays, parce qu'ils pourraient travailler la terre et nourrir leur famille. Alors que là, c'est l'intérêt qui passe avant tout, et les dommages collatéraux, eh bien les grosses fortunes ne s'en occupent pas et font de gros profits en vendant l'essence et tout un tas de produits sur le dos et la vie des pauvres gens qui subissent tout ça. Ce triptyque représente la guerre en Ukraine en 2022, elle a commencé en 2022. Alors, au panneau central, il y a le peuple et sur les chaque côté, l'armée russe et l'armée ukrainienne. Ils ne sont pas posés à leur place initiale parce qu'il n'y avait pas la place murale pour les y mettre. Mais de toute manière, on voit encore le peuple victime de cette guerre qui continue, qui perdure et qui risque malheureusement de durer longtemps, et c'est catastrophique également. Alors, Deuxième Guerre mondiale, 1939-45, Allemagne et l'extermination des Juifs. L'Allemagne nazie et l'extermination des Juifs, les camps de concentration, avec les enfants, les mamans, les parents, les vieillards. Et les deux personnages devraient se trouver de chaque côté, mais je crois qu'il n'y a pas beaucoup de choses à dire parce qu'on connaît l'histoire, une véritable tragédie avec des millions de morts. Et ça,
la vue est plutôt dans la nuit, avec l'espoir des étoiles perdues dans le firmament, qui sont les seules lueurs, alors que tout le reste est sinistre. Donc me voici avec Jean Gallia et on va présenter donc qui est Jean Gallia, ce peintre dont on a vu ici une partie de ses peintures. Oui, alors bonjour téléspectateurs, c'est le mot quand même, Oui, hein, puisque oui, on parle à des sur ton spectateurs blog. qui nous font le plaisir de nous regarder. Voilà. Et alors je me présente, il faut savoir que je me nomme Jean Gallia, je suis peintre libre, sans pression de qui que ce soit. J'ai une descendance de Molich-les-Bains dans les Pyrénées-Orientales, pour la petite histoire. J'ai une arrière-grand-mère qui est née à Molich. C'est le lien familial, en quelque sorte, qui fait que je me trouve ici. Mais surtout, dans cette exposition, c'est la tragédie qui m'a fait m'exprimer. Parce que, en tant que peintre, je n'aurais jamais imaginé traiter des tableaux sur l'innocence des différents pays d'ailleurs. Et une occasion m'a été donnée par la Providence. Une personne de ma famille a perdu la raison en 14-18 au front. Et de fil en aiguille, j'ai traité plusieurs conflits sociaux et guerriers qui se trouvent dans cette exposition au Grand Palais à Perpignan. Malgré la réticence de certains médias à vouloir en parler, j'ai trouvé un très bon accueil dans cette ville avec les responsables du Palais des Congrès, parce que j'ai parlé du Grand Palais, mais en fait c'est le Palais des Congrès, et monsieur qui vous fait le reportage et que vous pouvez voir à la caméra. Et oui, et là on peut me voir aussi Voilà. à l'écran, vu qu'on me voit également. Et je tiens à vous remercier publiquement parce que votre travail est sérieux et disons que ça me réconforte quelque part de savoir qu'il y a des personnes qui ont du bon sens, de l'intelligence et qui s'investissent et veulent communiquer au peuple ce qui se passe en France. Carrément, parce que c'est pas seulement à Perpignan, les Perpignanais sont tenus dans l'ignorance, puisque ni France 3 Catalogne, ni France Bleu Roussillon, ni la mairie n'ont daigné donner suite aux lettres que je leur ai envoyées depuis pas mal de temps. Et c'est pour cela que je considère leur attitude comme une attitude laxiste, et pour ne pas dire de censure. Voilà. Mais il y a les médias indépendants et il y a les blogs, ou influenceurs, comme le diraient certains, un mot que je n'aime pas. Pour moi, les gros médias sont 1000 fois plus influenceurs que des gens comme moi qui ne faisons que des reportages dessus, mais des reportages qui montrent le but du jeu, la vérité, comme cette exposition le montre bien, et on peut l'aimer ou pas l'aimer. Elle existe et il faut respecter tous les gens de terrain qui font leur travail. Et voilà, ça fait des années que je prends le temps de m'occuper de ça et de voir effectivement ce qui ne passe pas dans les autres médias, mais ils font ce qu'ils veulent, et moi aussi d'ailleurs, sauf que moi je laisse la parole à tout simplement tout le monde. Voilà, donc on va revenir sur les peintures. Donc certaines peintures ont été primées, donc c'est important parce que ça donne, les primes donnent souvent, on parle souvent de cote pour un peintre, mais les primes sont aussi importantes. Alors ici on est dans une exposition où il n'y a pas de vente,
Mais évidemment, les primes, c'est ce qui fait un peu rêver. Alors c'est quoi ces primes? Oui, alors depuis une dizaine d'années, je porte un tableau au Salon des artistes français à Paris, au Grand Palais. Et il y a une exposition qui dure 5 jours avec plusieurs milliers de visiteurs. Et plusieurs de ces tableaux qui sont dans cette exposition y ont été présentés. Et notamment ceux qui ont trait à la politique française, qui ont été filmés tout à l'heure, et qui ont obtenu la médaille de bronze, argent et or. Cette veine politique a plu au jury qui est constitué de personnes qui ont été primées les années précédentes, les artistes, et de fil en aiguille d'une exposition à l'autre, depuis 2007 jusqu'à 2012 et 2017, ces tableaux qui ont été présentés ont été primés. Donc vous avez le privilège de pouvoir les voir dans ce reportage. Et ce qui n'enlève pas de l'intérêt des autres tableaux qui sont moins connus, mais qui sont tout autant émouvants et faits avec beaucoup de sincérité et de sérieux. Donc, ils vous ont pour la plupart été présentés. Moi, si j'ai un mot à dire également concernant cette exposition, c'est que les toiles qui sont montrées ne sont pas spécialement faites pour décorer des appartements. C'est un genre de témoignage fait par un simple peintre, impressionné par toute la misère qu'il peut y avoir sur cette terre, et qui espère que ces toiles ne seront pas perdues et serviront à montrer le cheminement de l'humanité pour ce début de XXe siècle, XXIe siècle, et même puisque certains tableaux représentent des scènes du XXe siècle, disons que ça englobe toute une partie de vie. Hein. Et je fais d'autres tableaux, évidemment, hein, sur la nature, le climat, les êtres humains, qui subissent, disons, les problématiques climatiques actuelles. Mais cette exposition me tient à cœur parce qu'elle est très humaine. Et contrairement à l'abstraction, je suis plutôt du bord des représentations à dimension humaine, qui est également la direction prise par le Salon des artistes français qui défend la peinture réaliste. C'est un salon des plus anciens de l'histoire de France, qui a été créé à l'époque de Louis XIV et où se trouve le nom des plus prestigieux peintres de France et même d'Europe, et pour ne pas dire du monde. Donc il y a de bonnes références. Je fais partie de ceux qui défendent cette idée de peinture réaliste et je ne confonds pas peinture et décoration, car actuellement on dit que l'art est constitué de toiles abstraites, mais en réalité, pour moi, ce n'est pas véritablement de l'art, c'est de la décoration. Donc, je tenais à signaler cela, parce que tous les reportages, tous les critiques qui se font vont dans le sens de l'abstraction, et je ne partage pas du tout cet avis. Une grosse bêtise a été dite par André Malraux, quand il est devenu ministre de la Culture. Il a dit que la peinture était morte. C'est faux. La peinture n'est pas morte. J'espère que les peintres continueront à peindre ce qu'ils veulent, mais à critiquer également qui ils veulent. Là, ce sont les politiques et puis ensuite ceux qui font des misères au peuple. Hein. C'est un genre de critique, et je pense que c'est aussi bien que d'écrire un bouquin, faire un film, ou voilà. Pour être témoin. Passé un temps, il existait le salon des peintres témoins de leur temps, et je trouve que ce salon portait bien son nom et était bien ancré dans la réalité des événements c'était dans les années 80, des événements de l'époque. Ouais,
Voilà. Et puis on reproche à beaucoup d'artistes aujourd'hui, vu qu'on est, on est en 2023, il s'est passé Israël, il y a la guerre en Ukraine, on reproche beaucoup aux artistes leur silence absolu. Et ici, on a un artiste qui donne son opinion, qui a le courage de son opinion, et ça, on l'a dit, effectivement, c'est plutôt rare dans notre époque où on a plutôt évidemment des choses aseptisées, on ne prend pas de risques. Et là, c'est quand même un plaisir de voir des témoignages qui restent imagés, mais qui restent totalement historiques, et avec une liberté de pensée totale. Mais pour moi, évidemment, c'est le rôle des artistes, c'est le rôle des peintres, qui le font un peu de moins en moins quand même. Ben oui, c'est compliqué Et à l'évidence, on ne voit pas tout ce qui se fait. Il y a peut-être des peintres qui en ce moment font des merveilles. Et tout ce que je peux leur souhaiter, c'est qu'un jour leur travail de peintres reporters un peu de leur époque, parce que la peinture quand même a souvent suivi l'histoire tout court, et que ce qu'ils font un jour arrivera à la lumière. Mais c'est comme les peintures pariétales, l'homme a fait ce qui l'entourait, les animaux, les silhouettes humaines, et ça n'a jamais cessé. Et je ne vois pas pourquoi un ministre de la Culture prétend que la peinture est morte, et pourquoi l'expression réaliste finirait au XXIe siècle sous prétexte que c'est périmé, que c'est ringard, etc. Je m'inscris en faux sur des idées pareilles, et j'estime que la peinture doit être, quand elle est à dimension humaine, elle est pas mal non plus. Ouais, mais c'est quelque chose évidemment d'important, et c'est vrai que pour moi qui suis dans le local, ça fait très très longtemps que je n'ai pas vu évidemment ce thème, qui est un thème évidemment d'actualité, même si on est sur des siècles différents. Les innocents sont à peu près les mêmes d'un siècle à l'autre, et c'est bien de voir effectivement enfin ces messages, ces soutiens, artistiquement bien évidemment parlant, et c'est très très agréable de venir dans cette exposition. Donc je vous montre là l'affiche. Ici, vous la verrez mieux sur le reportage, vous aurez la photo en gros plan. Donc voilà, mais ici cette expo, donc elle est passée sans problème. J'ai reçu, comme tous les autres médias, l'invitation, sauf que moi je m'y suis évidemment rendu, et on fait un grand format sur cette exposition qui véritablement pour moi le mérite dans cette ville de Perpignan. Donc un dernier mot Eh bien, j'espère que ce reportage vous plaira, parce que la personne à côté de moi s'est appliquée à prendre des bonnes vues, m'a bien dirigé pour dire comment on allait faire. Il y a beaucoup de sincérité dans son travail, et peut-être y aura-t-il la possibilité de mon côté de montrer ces tableaux dans une autre ville. Mais là, j'ai fait cette exposition à Saint-Étienne, les médias n'ont pas suivi. Mais là, à Perpignan, ça s'est bien passé. D'ailleurs, vous pourrez le constater, ou vous l'avez constaté, selon si le son vient avant dans le reportage ou pas, vous l'avez constaté en voyant les images. Et ça fait chaud au cœur de voir que, eh bien, il y a un écho au travail fait par un peintre, comme tous les peintres, assez solitaires. Voilà. Et dernière question, pour avoir assisté à pas mal de temps ici, donc quels sont les commentaires principaux des spectateurs? Alors, ça va peut-être surprendre les téléspectateurs, mais il se trouve que tous les visiteurs
ne restent pas indifférents à l'exposition. Certains même sont assez ébranlés, et ils sont surpris positivement et ils considèrent que leur pas d'écart, on pourrait dire, en entrant dans la salle, parce que n'ayant pas été prévenus par les médias, ils l'ont découverte cette exposition par hasard. Leur pas d'écart est une bonne chance parce qu'ils ressortent assez satisfaits. Donc, ce qui me fait d'autant plus croire que si les médias jouaient leur rôle, eh bien, beaucoup plus de personnes seraient satisfaites. Je n'ai pas vu une personne me tenir des propos désobligeants ou restant indifférents. Ou choqué. Choqué, il y en a quelques-uns, voilà, parce que bon, le message... On peut ne pas aimer oui. Quelque actualité, j'ai envie de dire, avant de ne pas aimer le tableau. On va plus critiquer peut-être une religion, un État ou compagnie, ou un résultat d'une guerre, plutôt que le tableau aussi. Oui, effectivement. Mais dans l'ensemble, c'est positif, donc c'est encourageant. Je ne méprise pas le peuple, je ne le prends pas pour un imbécile parce que je fais partie du peuple. Chose bien différente par rapport aux politiques, dont certains enseignent dans des universités et croient parler à des jeunes débutants dans la vie. Non, le peuple sait faire la part des choses. Oui. Eh bien, c'est sur ces mots qu'on va se quitter. Donc, on va remercier évidemment tous les gens qui m'ont fait le plaisir de visionner tout simplement ce reportage, qui sont des personnes qui, je l'espère, ont pris du plaisir et qui vont peut-être se renseigner et profiter d'une exposition dans leur commune, sachant que voilà, c'est passé à Saint-Étienne, ça repassera certainement par d'autres communes. C'est pas du tout fini et ça va continuer, vu que le but d'une œuvre étant évidemment toujours de vivre le plus longtemps possible. Et ici, évidemment, voilà, le sujet est commun, ce sont les innocents, ceux qui sont victimes de notre monde, de tous les problèmes de notre société. Et malheureusement, les problèmes de la société sont très compliqués en ce moment et risquent pas de se ranger si vite que ça. Et c'est pas fini. Et je crois que malheureusement, cette exposition pourra encore gagner un mur ou deux, alors qu'on aimerait évidemment que cette exposition soit une exposition finale. Mais je crois que ce mot final n'est pas d'actualité. Et dans cette année 2023, malheureusement, rien ne s'annonce extraordinaire pour l'année 2024. Donc voilà. Je profite que le micro m'est tendu pour dire que cette exposition se reproduira à Carpentras en 2024 et elle est programmée également à Nice. Voilà, et bien je l'ai dit, c'est important que cette vidéo serve aussi à dire, voilà, ici on est à Perpignan, au Palais des Expositions, mais il y a d'autres, au Palais des Congrès, pardon, mais voilà, il y aura d'autres expositions, cette exposition va continuer et elle mérite vraiment d'être vue, et surtout, et j'ai essayé évidemment de vous montrer dans la vidéo, c'est les détails, parce qu'on peut regarder rapidement ces tableaux, mais vraiment... Il y a des détails qui méritent d'être vus et il y a des détails qui méritent véritablement d'être aussi compris, parce que tout est étant le détail. Et là, vraiment, il y a beaucoup de tableaux où vraiment le détail est soigné et il faut prendre le temps de regarder ces détails, pas faire de passer 10 secondes devant un truc, on dit c'est bien, c'est pas bien, ou compagnie. Vraiment, il faut prendre le temps de regarder l'intégralité du tableau. C'est aussi, cette exposition le montre bien, voilà, c'est pas qu'une vue comme ça et c'est terminé. Non, on est dans l'art des détails, on est dans l'art des grands tableaux aussi, où il y avait énormément de personnages. Je ne me rappelle pas comment s'appelaient ces tableaux où il y a énormément de personnages, c'est un nom. Ou aussi les panoramas oui, voilà, ouais. Où on a vraiment l'art du détail, il faut regarder, faut tout regarder, l'ensemble, mais aussi juste des petits moments, des petits instants où le message aussi
passe bien, j'ai envie de dire, et qui prend le temps de regarder ces œuvres magistrales, grandes. Alors on a des triptyques qui sont en triptyque, on a d'autres triptyques qui ne le sont pas, mais finalement je trouve que ça ne gêne pas trop la vision, vu que chaque chose doit se regarder pour moi séparément et surtout y rentrer dedans. Il faut rentrer dedans, il ne faut pas en avoir peur. Voilà, donc c'est bon, on va quitter là-dessus. Merci beaucoup. Et ben voilà, c'était Christian Séguier pour le blog Autour d'eux. Et c'est avec un grand plaisir que je vous retrouverai peut-être avec une autre présentation, comme ça. Allez, je vous remercie et au revoir.